qui va nous amener droit dans les partenariats stratégiques avec le gouvernement, les États-Unis. Un gouvernement très qualitatif, un gouvernement très ambitieux et des animateurs bien réfléchis. Le président Tshisekedi s'est engagé avec les Américains à fournir l'essentiel de minerais critiques. D'ailleurs, il y a une grande rencontre au courant de ce mois de janvier à Washington où le président est convié, le président Tshisekedi est invité. Il reste à savoir si son agenda pourra le permettre de venir. Mais c'est vraiment au cours de cette rencontre que beaucoup d'investisseurs vont se présenter et Donald Trump a déjà sélectionné avec son équipe la task force qui fait la jonction du département d'État et la Maison-Blanche. Il travaille sur les premiers domaines dans lesquels le gouvernement américain va se lancer. Et de notre côté, les critiques étaient sur la gouvernance, c'est-à-dire la corruption, les détournements, les antivaleurs au niveau de la gestion de la chose publique. Ce côté-là est surtout dans l'armée, la chaîne de commandement, qui était aussi beaucoup critiquée par les Américains. Ces aspects-là vont être pris en compte dans les prochains gouvernements. La guerre à l'est du Congo, c'est une épine sous les pieds du président Tshisekedi. Il marche avec les Américains tout en respectant leurs promesses. Donald Trump s'est engagé à terminer cette guerre parce que nous avons proposé un partenariat minerai contre la sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, les infrastructures et autres choses là, on ajoute juste pour hein, étoffer les partenariats. Mais c'est un partenariat où, d'un côté, il y a les Américains qui ont besoin des minerais stratégiques de la RDC et de l'autre côté, il y a les Congolais qui ont besoin de la protection américaine. Vous avez compris? Chacun a un intérêt. Donc, si les Américains ont besoin de minerais congolais, les minerais sont là, mais garantissez-nous que la France, la Chine et les autres qui sont en train d'alimenter les Rwandais en armes, munitions et tout ça, puissent nous laisser tranquilles. Assurez-vous que la guerre est terminée. Et c'est ce qui a été fait. Tous les émissaires sont passés par Kigali. Mes frères, devant Dieu, je vous confirme que le dossier de Kagame, un dossier que Trump seul gère, je peux vous confirmer. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Moi-même non plus, je ne sais pas. Mais j'ai des échos, j'ai des informations. Vous pouvez être sûr que ce monsieur ne se tirera pas intact. Baoliaï, soyez calme. Je dis bien, soyez calme. À l'est du Congo, que chacun continue à faire sa part. Que les Wazalendo continuent à défendre la terre de leurs ancêtres. Que les FARDC continuent à faire son travail. Les traîtres qui sont en FARDC, ce n'est pas le moment. On vient d'arrêter notre général. C'est Bolingo. Je ne sais pas si c'est son nom.
J'ai vu tout à l'heure, on a arrêté un connaître général, Bolingo, il doit être d'origine rwandaise ou quoi, je ne sais pas, vers Ndolo. Ça, c'est pas mon problème. Je voulais seulement que tout le monde puisse continuer à espérer. Nous avons dit jusqu'au 31, rien n'est arrivé. Je ne suis pas dans les secrets pour vous dire, ah, ce n'est pas arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on peut encore avoir confiance en vous quand vous allez nous dire, voilà, ce n'était pas moi qui avais dit les 52 jours. C'était une conseillère de Donald Trump. Donc, il a dit, parce qu'il sait ce qui était décidé. Si rien n'est fait, nous ne savons pas pourquoi les choses n'ont pas marché comme on s'attendait. Est-ce qu'il y a eu des variables que nous n'avons pas? Il y a eu des éléments que nous ne possédons pas? Nous continuons à suivre les dossiers. Dès que nous tombons sur un élément, nous serons les premiers, vous le savez. On n'attend pas une journée pour faire l'émission. C'est chaque fois qu'il y a une information, on vient vous parler. Donc, vous serez informés. Mais ce qui est du partenariat, le partenariat existe, le partenariat a été signé. C'est ça qui, cette, donc c'est le partenariat qui, voilà, qui garantit l'implication des États-Unis dans cette affaire. Parce que cette affaire du Rwanda, le Rwanda n'est pas celui qui nous fait cette guerre. C'est une guerre par procuration. Le Rwanda est en train d'exécuter un plan. Il y a des gens qui sont derrière, qui sont en train de tirer des ficelles. Le Rwanda n'a pas une usine d'armement. Ils n'ont pas les moyens. Un budget modique du Rwanda ne peut pas faire la guerre pendant 2 mois au Congo. Ils n'en ont pas les moyens. S'ils sont là, s'ils résistent, s'ils refusent de partir, ils ont les gens qui leur demandent de rester là. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui est comme obstacle, c'est à ce niveau. Mais les partenariats que nous avons signés avec les Américains donnent la possibilité à l'administration américaine d'opérer et de neutraliser. Kagame ne représente rien, même si ces gens-là les soutiennent. Le président américain peut effacer Kagame à tout moment. Mais je ne suis pas à ce niveau. Je vous parle du gouvernement. Le gouvernement congolais que nous attendons, parce que c'est ce qui s'est dit déjà, il y a beaucoup de changements au niveau des entreprises publiques, au niveau du gouvernement, dans les cabinets du président et au niveau de l'armée. Il y a beaucoup de vacances au niveau de l'armée. Il y a des vacances au niveau de l'administration Tshisekedi. On va combler tous ces vides-là. Et le gouvernement sera réduit. C'est un gouvernement d'une trentaine de personnes. Ça va être un grand signal. Et des personnes qui seront là, ce sera des personnes de qualité. Oui. On a souffert avec des gens qui sont là, ministres, parce qu'il est venu d'un parti politique. Le parti politique, il envoie parce qu'il faut faire l'argent. C'est en 2028. Je vous dis, parti politique, oubliez cette histoire de 2028. Oubliez ça. Nous-mêmes, nous serons acteurs. C'est après 2028, pas 2028, même pas 2030. On peut voir à partir de 2035. Ouais. 2035, et puis montrer. 10 ans. Pas maintenant. Félix est encore là. Et 2035, à partir de là, nous, là, nous allons porter le Congo vers l'avant. Parce que le président Tshisekedi sera dans ses 70 quelques. Il aura tendance peut-être à se reposer, s'occuper de ses petits-enfants.
Et là, nous serons quand même déjà dans la cinquantaine. Nous pouvons... Ouais, je suis en train de faire non, la projection, mais attendez. Vous pensez qu'il y a un autre Congolais qui est plus que moi, qui lui doit prendre la place après le président Tshisekedi? Nous tous, nous sommes 120 millions. Si vous pensez aussi que vous pouvez les remplacer, tant mieux. Mais moi, je ne m'exclus pas, je suis là. Il fait 20 ans, je serai là. On va l'attendre. Mais pas 2028. Vous avez compris, c'est ça mon problème. 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est ça que vous devez mettre en tête. La plupart de ceux qui nous déstabilisent aujourd'hui, ils veulent que Tshisekedi échoue complètement. C'est ça la stratégie. Ils n'ont pas pu l'enlever du pouvoir. Ils se disent, bon, maintenant, au moins, faisons tout pour qu'il ne travaille pas. Qui est la guerre, qui est le sabotage, les détournements, corruption, euh, trahison. Ils font tout ça dans l'objectif de faire échouer le président Tshisekedi. J'ai vu quelqu'un écrire, non, Félix Tshisekedi sortira, je ne sais pas si c'est tête baissée parce qu'il n'a pas de bilan. Vous, quand vous pensez à sa sortie, nous pensons à, à sa continuité. Dites-moi, vous faites comment pour le faire partir? Vous allez utiliser la Constitution. Ah bon? Vous croyez vraiment que le peuple aujourd'hui pense à cette Constitution-là? Vous rêvez. Je vous pose la question. Dans votre tête-là, vous dites, non, on s'arrange 2028. Est-ce que vous entendez même la CENI, même tousser seulement s'il y avait élection en 2028, la CENI serait déjà en train de faire certaines choses, non, qui montrent qu'il y aurait élection, oui ou non? Est-ce que vous voyez un petit signal à la CENI? Il y a, il n'y a pas élection, ni en 2028, ni en 2030, ni encore moins en 2032. Élection là, la guerre là, les Rwandais, tout ça. Félix est encore là. Vous avez appris que Denis Sassou Nguesso est candidat, non? À sa propre succession. Vous avez suivi ça? Et vous prenez toujours les mauvais exemples et arrêtez. Vous donnez à qui les conseils? Bon, pour Tshisekedi, lui, doit respecter la Constitution et partir. Les autres, les Kagame et les Museveni, tous ces vieillards qui sont dans les 80 ans, sont au pouvoir. Tshisekedi, dans ses 60 ans, il doit quitter le pouvoir. Vous êtes malade ou comment? Oh, les Américains vont lui faire pression comme à l'époque de Paul Cannon. Vous confondez les choses. Quel Américain va faire quelle pression? Donc moi, qui est Américain, je dois faire pression que Félix Tshisekedi puisse partir. Parce que quand vous pensez Américain, vous voyez seulement Trump et son administration. Non. Nous tous nous sommes Américains. Nous pouvons empêcher ça à partir de Washington. Vous voyez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que c'est de c'est de la mathématique spatiale? Qu'est-ce que vous croyez? Je vous l'ai dit, retenez, écrivez, il n'y a pas élection. Je vous regarde dans les yeux. Si vous avez soutenu Kagame, Hippolyte Kagame et tous ces gens-là, dans la perspective ou dans l'optique de voir ce qui est échoué et vous laissez vous libre passage pour prendre le pouvoir, vous êtes largement trompé. On a compris tous. Ne vous en faites pas. On n'était pas des idiots. On avait bien compris. Quelqu'un qui veut que les choses, qu'il puisse devenir président, que la démocratie continue, il ne se comporte pas comme ça. Vous ne partez pas en rébellion, vous ne prenez pas les armes, vous ne soutenez pas les criminels pour accéder au pouvoir. Vous échouez dans ce plan-là, vous revenez maintenant pour chercher la constitution. Quelle constitution? Une constitution de belligérants, une constitution écrite par des étrangers, une constitution adoptée par une assemblée nationale qui n'était pas élue par le peuple. Et surtout une constitution promulguée par un président
qui était illégitime. Ça, c'est la Constitution. Et tu sais que part qu'on voulait que les Nanga viennent prendre le Congo. Vous êtes vraiment malade. Mais attendez, si vous avez une autre formule, peut-être moi je n'en ai pas. Mais je pense que vous, toutes vos formules ont été utilisées. Vos cartes ont été utilisées. La dernière carte, c'était la guerre. Maintenant, si Tshisekedi ne part pas, vous avez quelle carte pour le faire partir? Les Américains ne vont pas faire partir quelqu'un qui y a le peuple derrière lui. Non, non. Les Américains ont même besoin d'asseoir comment je peux dire, leur politique avec le président qui est aimé de sa population. Ça stabilise le pays. Un président contesté met les investissements en insécurité. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un problème dans un pays où la guerre s'éclate ou quelque chose comme ça, les investisseurs commencent à se retirer. Oui. Si aujourd'hui on entend par exemple que la Chine est en guerre, vous allez voir que les investisseurs vont retirer beaucoup de leurs choses. Les investissements aiment un pays stable. Et dans le cas du Congo, si vous ne le savez pas, il y a un sondage. Plusieurs grandes organisations de sondage, américaines, européennes, tout ça, ont déjà fait le travail. Félix est à plus de 80%. Je dis plus de 80% du soutien populaire. Donc maintenant, par la politique normale, vous n'avez pas pu. Vous êtes allé à Washington pour empêcher le deal. Vous n'avez pas pu. Vous avez appelé des voyous que vous appelez comme des catholiques, là, les gens de la Cinco. Tous ces voyous-là qui viennent, qui racontent des choses, qui mentent. Hein? Tu dois avoir honte. À ton âge là, tu devais quand même te faire respecter. Vous ne peux pas dire que non, Félix a vendu le sous-sol pour nous en 9 ans. Il avait dit ça dans quel accord? Pourquoi vous faites ça? Pour que la population entende ça, se révolte. La population ne se révolte plus comme ça. La population va se révolter le jour que Félix Tshisekedi va trahir le pays pour s'allier à Kagame. C'est le jour que la population, ça commencera par moi. On verra que non, Félix a abandonné sa lutte. Il s'est dit, bon, je vais être avec Kagame. Là, il a perdu le soutien. Tant qu'il tient tête à Kagame, tant qu'il résiste à Kagame, à tout le système qui se trouve derrière Kagame, les Macron, tous ces, les, les Soros, les Mo Ibrahim, tous ces gens-là, tant qu'il se tient là contre eux, vous avez vu, non? Global Gateway. La plupart des Européens, les investisseurs qui étaient dans la salle, là, beaucoup c'était des gars de Kagame. C'est pourquoi Kagame était venu, malgré l'interdiction sur le sol belge. Kagame est entré sans visa. Parce que beaucoup qui étaient dans la salle, c'était les amis de Kagame, c'était de la mafia, les Illuminati, tous ces francs-maçons qui ont endeuillé la RDC pendant toutes ces années. C'est pourquoi Tshisekedi là-bas les a tous pris à contre-pied. Il dit, j'aimerais que nous puissions faire la paix des braves. Ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ça, ils étaient troublés. Tant que Félix Tshisekedi sera debout en train de se battre, nous serons debout, je serai debout en train de se battre avec lui. Nous n'allons pas abandonner notre peuple. Si le président Tshisekedi n'abandonne pas son peuple, moi non plus. J'aimerais que toi, tu te joignes à nous, que nous soyons nombreux. Des vrais guerriers sont sur le terrain, les Ouazalendo, notre armée. Et nous, sur les médias, et les autres dans la diplomatie, comme les Wagner, Kaikwamba. Vous voyez, cette énergie-là, l'ennemi est incapable de pouvoir imposer son rythme. Ils sont en train de perdre. Restez calme.
il y a de très bonnes nouvelles. Mais je ne veux pas, il y a des choses que je ne peux pas dire. Quand on me dit non, non, ça c'est pour vous. Pour que vous soyez toujours énergique, énergétique, ou que vous puissiez avoir beaucoup d'énergie. Quand vous parlez, que vous soyez sûr de ce que vous parlez. Mais n'allez pas dire ça. J'ai regardé, non, c'est limité là. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Donc notre gouvernement sera un gouvernement soumis, c'est vraiment triste. C'est un gouvernement très faible, pas moyen, très faible par rapport à Samuel Condé. Soumino est vraiment. Mais il y a quelques ministres, 25% du gouvernement actuel pourra continuer. 75% ou 75%, ils sont partants. 25%, donc un quart de ce gouvernement-là va rester. Tous les restes, ils pourront aller refaire leur vie avec l'argent qu'ils ont déjà amassé. Nous entrons dans des choses sérieuses. Vous allez voir même la composition du nouveau gouvernement. Vous allez vous rendre compte que ça vient de quelque part. Vos histoires d'union sacrée, où quand on arrive près d'avoir un nouveau gouvernement, là, l'union sacrée s'élève des réunions avec des écharpes comme des Mokunamba, non, Kaja. Mokunamba, Chintu, Bima et Sharp. Non, il y a une Kaja. J'allais faire un truc là, réunion sacrée là. Ah, laissez-moi seulement tranquille. De toutes les façons, maintenant, le président Tshisekedi n'a pas besoin de vous. Oui, n'a pas besoin de vous. Vous l'avez déjà abandonné l'année passée, non? Vous avez fui tous. Vous étiez là en train de se cacher. Là, vous voyez que par la mission que Dieu lui a donnée, il est arrivé là où il est. Il y a quelques gens dans l'union sacrée qui sont sérieux, qui sont honnêtes. La plupart, c'est un pied dedans, un pied dehors. Je salue mon président Mongo. Hein. Ce sont des bons Congolais, des Congolais de bonne qualité, qui sont dans l'union sacrée. Eliezer Tamboué, ouais. Ça, c'est un frère. Voilà. Union sacrée. À l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'entame de l'année 2026 et l'atteinte des résultats de l'action gouvernementale. Le président de la République a tenu à réitérer à l'endroit de chacune et de chacun les vœux de paix, de santé, de réussite et d'engagement républicain qu'il avait formulés lors de la 72e réunion du Conseil de ministres. À cette même occasion, il a rappelé les instructions à leur donner, lesquelles demeurent pleinement d'actualité et constituent le socle de notre action collective. L'année 2026, a-t-il insisté, doit impérativement être celle de la consolidation de l'action publique et du passage résolu de l'intention à l'impact concret et mesurable au bénéfice direct de notre peuple. À cet effet, il a invité des acteurs gouvernementaux à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, de rigueur et d'une véritable culture du résultat, en veillant scrupuleusement à l'achèvement effectif des objectifs assignés au gouvernement
qui soient en cours d'exécution ou non encore réalisés. Le président de la République a insisté à cet égard, sans être exhaustif, sur l'impérieuse nécessité d'accélérer la mise en œuvre effective de la première phase du programme de développement local de 145 territoires, ainsi que des autres projets structurants à fort impact socio-économique, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de la fonction publique, des finances publiques, des transports, de l'économie nationale, des hydrocarbures, de mines, de l'identification de la population et bien d'autres, considérés comme leviers prioritaires et de transformation économique et sociale. Ces projets constituent des engagements solennels de l'État envers le peuple congolais et doivent à ce titre être conduits avec célérité, transparence, efficacité et un sens élevé de l'intérêt général. Par ailleurs, le gouvernement est exhorté à renforcer la coordination interministérielle, à lever sans délai les goulots d'étranglement administratifs et financiers, à bannir tout égo individuel et à inscrire son action dans une logique permanente d'ensemble de redevabilité, tant vis-à-vis des institutions que des citoyens. Chaque membre du gouvernement est ainsi tenu de produire, dans le strict respect des feuilles de route sectorielles qui lui sont assignées, des résultats concrets, mesurables et vérifiables, traduisant l'effectivité de l'action publique dans son domaine de compétences, tout en reconnaissant les défis persistants, notamment sur les plans sécuritaires et économiques. Le président de la République a exprimé sa conviction profonde que la République démocratique du Congo dispose des ressources humaines, institutionnelles et morales nécessaires pour les surmonter. Il a réaffirmé que l'année 2026 sera placée sous le signe de l'espérance partagée, de l'action concrète et d'une transformation progressive mais irréversible de notre pays. Chaque membre du gouvernement est donc appelé à agir avec loyauté, pragmatisme, patriotisme et sens du devoir afin que les engagements de la République se traduisent en résultats tangibles au bénéfice du peuple congolais. À cette fin, la Première ministre a été chargée de piloter de manière coordonnée la production des résultats attendus et de mettre en place un mécanisme de monitoring interinstitutionnel associant les membres du gouvernement des secteurs clés concernés ainsi que son cabinet en vue d'assurer un suivi rigoureux, la capitalisation des avancées et la consolidation durable des acquis. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'une concertation préalable dans la communication étatique. Le président de la République a tenu à rappeler avec gravité que la parole publique engage l'État dans ce qu'il a de plus essentiel, sa crédibilité, son autorité morale, sa capacité à rassembler la nation et à préserver durablement la cohésion nationale. À ce titre, toute expression émanant d'un responsable public doit être empreinte de retenue, des responsabilités et d'un sens aigu de l'intérêt supérieur de la République. À cet égard, il a suivi avec une attention particulière la récente sortie médiatique du porte-parole de Forces armées de la République démocratique du Congo, diffusée sur la chaîne nationale, au cours de laquelle des propos à caractère méprisant et stigmatisant ont été tenus à l'endroit des femmes de la communauté Tutsi. Le président de la République a déploré vivement cette dérive de langage qui ne reflète ni les valeurs républicaines, ni l'éthique de responsabilité, ni la hauteur de vue attendue de toute prise de parole officielle, a fortiori lorsqu'elle émane d'un membre d'une institution aussi sensible et stratégique que l'armée nationale. De tels propos sont de nature à fragiliser la cohésion nationale, la cohésion sociale, à alimenter des tensions inutiles et à porter atteinte à l'image et à la crédibilité de l'État, tant sur le plan interne qu'externe. Il a dit approuver par ailleurs les mesures prises en son endroit, tout en rappelant avec insistance que la parole de l'État ne saurait être improvisée, émotionnelle ou approximative. Elle doit, en toutes circonstances, être portée avec retenue, responsabilité et clarté d'objectif, en particulier lorsqu'elle concerne des questions complexes, délicates ou susceptibles d'avoir des répercussions sécuritaires, sociales, politiques ou diplomatiques. À ce titre, le président de la République en a appelé à l'ensemble des membres du gouvernement, aux responsables civils et militaires, ainsi qu'à tous les acteurs de la communication publique, à éviter toute sortie médiatique incontrôlée, notamment sur les sujets sensibles touchant à la défense nationale, à la sécurité,
à la cohésion sociale et aux relations institutionnelles. La parole publique doit demeurer un instrument de rassemblement, de stabilité et de confiance, et non une source de division et de confusion, a-t-il insisté. Il a encouragé par ailleurs chaque responsable appelé à s'exprimer publiquement au nom de l'État, à se documenter rigoureusement, à maîtriser pleinement les enjeux de dossiers abordés et à mesurer avec discernement la portée de ses propos afin de préserver l'unité nationale, la dignité des institutions et la confiance légitime des citoyens dans l'action publique. Afin d'éviter la répétition de tels manquements et tirant les enseignements de l'incident susmentionné, le président de la République a rappelé ses instructions à l'endroit du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, de mettre en place sans délai un mécanisme formel de concertation préalable. Celui-ci associera son conseil spécial en matière de communication, les services de communication de la primature, de l'état-major général de forces armées, ainsi que ceux de la police nationale congolaise pour toute sortie médiatique diffusée sur la chaîne nationale ou tout autre média, dès lors qu'elle porte sur des questions délicates engageant directement l'État. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a fait le point de la réunion stratégique du comité de pilotage des zones économiques spéciales qu'elle a présidé le 30 décembre 2025 sur le site même de la zone économique spéciale pilote de Kinshasa à Maluku. Les travaux ont porté sur l'état d'avancement des zones économiques spéciales, notamment celles de Maluku, de Kinmalebo, Maluku-Kinmalebo, Kishwishi, Musompo, Musienene et la Green Special Economic Zone de Guaka, Bujala en Sud-Ubangi, en droite ligne avec les engagements du gouvernement axés sur les résultats, l'évaluation des avancées et l'identification des contraintes affectant la mise en œuvre du régime des zones économiques spéciales. Des progrès ont été relevés en termes d'implantation d'unités de production, en dépit des difficultés liées à la fiscalité, à l'accès à l'énergie, aux fonciers, aux infrastructures et au financement. À ce titre, les décrets portant mise en place du guichet unique des S, récemment signés, devra être accompagné des mesures d'application, des manuels de procédure et des guides pratiques pour faciliter la participation des investisseurs. Les conclusions des travaux ont recommandé la rationalisation du régime fiscal et douanier, la mobilisation des mécanismes innovants de financement, l'étude d'un fonds d'investissement dédié aux S, l'ouverture du capital à des nouveaux aménageurs et le renforcement de la coordination intersectorielle. En conséquence, elle a demandé au vice-premier ministre, ministre du Budget, ainsi qu'au ministre des Finances, en collaboration avec le ministre de l'Industrie et l'Agence des zones économiques spéciales, de s'approprier pleinement les dispositifs des S et d'examiner les besoins de financement, notamment dans les cas de loi des finances rectificatives en mars 2026. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de population a été marqué notamment par une large désapprobation des propos de l'archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO concernant l'accord de Washington sur la crise sécuritaire dans la partie est du pays. La préoccupation suite à la situation sécuritaire prévalant sur l'axe Uvira-Makobola où persistent les attaques des terroristes de RDF M23. La satisfaction consécutive à la victoire de l'équipe nationale de football contre l'équipe nationale du Botswana, obtenant de ce fait la qualification pour le 8e de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient au Maroc. Au plan politique, la situation des institutions provinciales a été relativement calme dans les provinces en dehors des cas de déstabilisation observés et documentés dans les provinces du Haut-Lomami, du Sud-Ubangi, du Congo central et du Maniema. Par ailleurs, le gouverneur de la province de la Chopo, destitué depuis le mois d'octobre dernier, a été réhabilité par la Cour constitutionnelle.
Au chapitre du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil du renforcement de la couverture sécuritaire à Kinshasa et dans les autres provinces à travers l'intensification de l'opération Ndobo, se traduisant par de patrouilles mixtes PNC-FARDC afin de répondre efficacement à la récurrente hausse de la criminalité en fin d'année. C'est aussi dans cet esprit qu'il a présidé une réunion interministérielle avec tous les services concernés pour passer en revue la situation dans la périphérie de la ville de Kinshasa, notamment avec le phénomène Mobondo. Il a terminé son rapport par la situation aux frontières après avoir fait état de cas de sinistres et catastrophes déplorés au cours de la semaine qui s'est achevée. Il a été complété sur ces chapitres sécuritaires par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui lui, à son tour, a fait le point de la situation opérationnelle principalement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que des dispositions prises au niveau de forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre à mal les aventures de ces agresseurs sur les territoires de la République démocratique du Congo. Sur la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation générale du pays. Spécifiquement en ce qui concerne les choléra, le nombre de nouveaux cas a accru de 914 à 1381 cas suspects, dont 6 décès, soit une létalité de 0,4%, indiquant une tendance à la hausse à la 51e semaine épidémiologique. 126 nouveaux cas suspects, dont 2 décès, ont été rapportés à Kinshasa au cours de la même période. S'agissant du Mpox, le nombre de nouveaux cas suspects est resté stationnaire de 231 à 232 à la 51e semaine après la tendance baissière de notification avec une réduction du nombre de cas positifs observés depuis quelques semaines. Le ministre de la Santé a rassuré de l'efficacité des dispositifs de riposte et des actions en cours dans l'objectif d'éradiquer ces épidémies. Note d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Donnant suite à la recommandation de la 65e réunion du Conseil des ministres du 31 octobre 2025, le ministre du Commerce extérieur a présenté la note d'information qui renseigne du lancement effectif de l'opérationnalisation du guichet unique intégral du commerce extérieur dans toutes ses 3 phases, prédédouanement, dédouanement et post-dédouanement, en alignant ainsi la République démocratique du Congo aux standards de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne le commerce international. En effet, la note circulaire interministérielle a été rendue publique le 17 décembre 2025, rendant obligatoire la transmission électronique des documents réglementaires et commerciaux liés à l'importation et à l'exportation des marchandises dans notre pays. Elle contient 5 instructions majeures dans le calendrier de mise en œuvre progressif de la transmission électronique de l'alias documentaire et agenda de vulgarisation par la DGDA et Ségus. En signe d'appropriation de cette réforme, la Première ministre a présidé la cérémonie de lancement de cette transmission électronique de l'alias documentaire, marquant ainsi l'effectivité du guichet unique intégral du commerce extérieur dans toutes ses phases. Le ministre du Commerce extérieur a encouragé les membres du gouvernement concernés par cette réforme à veiller à ce que leurs administrations respectives parviennent à dématérialiser à travers le guichet unique intégral du commerce extérieur les documents requis à l'import, export, transit. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de l'environnement, la ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat a présenté au Conseil une note d'information à 2 volets. Le premier volet concernait les transferts des technologies, signature et installation du centre de démonstration de la technologie et de l'industrie de Junkao en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une science interdisciplinaire utilisant des graminées spéciales comme substrat pour cultiver les champignons comestibles et médicinaux. Elle permet également de produire des aliments pour animaux, des engrais organiques, de l'énergie biomasse, des matériaux biologiques et contribue à la protection de l'environnement. Dans le cadre de la coopération sino-congolaise, nos experts du service national et de son ministère ont bénéficié de formations sur cette technologie. Un partenariat a été établi avec le Centre de recherche en technologie et industrie de Junkao de l'Université d'agriculture et foresterie de Fujian en collaboration avec des structures locales. Un fonds a été octroyé pour l'installation à Kinshasa
d'un centre de démonstration de cette technologie sous réserve de la signature d'un partenariat officiel entre la Chine et notre pays. Pour y parvenir, il est nécessaire de mettre à disposition une concession d'environ 10 hectares pour accueillir le centre avec laboratoire et infrastructures modernes ainsi que faciliter les procédures consulaires et douanières. La ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat a recommandé au gouvernement de saisir officiellement le gouvernement chinois pour signer le partenariat d'État à État, de mandater une mission officielle pour conclure les accords avec le centre de recherche de Fafou et d'appuyer l'installation du centre de démonstration à Kinshasa avec extension progressive dans les 145 territoires. Sa deuxième note a porté sur l'évaluation et recommandations relatives au renouvellement du décret numéro 23/123 du 19 décembre 2023 portant suspension de la perception de la TVA et des droits des douanes sur le matière et biens issus du recyclage de déchets plastiques en faveur de Hockeyplast SARL. À la suite de cette évaluation qui vise à déterminer la pertinence et l'opportunité du renouvellement des dispositifs du texte sus-évoqué, la commission ad hoc mixte a rendu un avis technique favorable dont l'essentiel des analyses et conclusions évoquent la réduction de la pollution plastique et la création d'emplois. Que ce soit sur le premier volet de sa communication et sur les deuxièmes volets, le Conseil a recommandé la présentation de ces dossiers sous forme de dossiers à la prochaine réunion en vue des avis et des délibérations qui permettront de décider, notamment en ce qui concerne la problématique de plastique à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Au troisième et dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 72e